J'ai eu effectivement affaire à Michel Fourniret, quelqu'un d'extrêmement narcissique. En fait, vous voyez dans son regard qu'il se délecte de ces gens qui sont suspendus à lui, en fait, et puis qui attendent des réponses. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai pu m'entretenir avec Audrey Renard, profileuse au sein de l'Unité nationale de police judiciaire. Son métier, aider les enquêteurs à analyser les comportements des criminels. Parmi eux, Michel Fourniret, Jonathan Daval ou encore Nordal Lelandais. Si vous avez un individu en face de vous qui finit par se dire que vous le comprenez, que vous comprenez ce qui s'est passé, que vous comprenez l'état dans lequel il était au moment où il a tué la victime, là vous allez toucher du doigt quelque chose. Et c'est ça qui peut faciliter effectivement l'accès aux aveux. Bonjour Audrey Renard. Bonjour. Vous êtes commandante de gendarmerie, analyste comportementale, c'est un métier qui est plus connu sous le nom de profiler, profileuse. Depuis près de 20 ans, vous aidez les enquêteurs à identifier et analyser les criminels. Vous venez de publier un livre, Profileuse avec Christophe Dubois aux éditions Albin Michel. Vous dites, je pense qu'on est tous capables de tuer quelqu'un. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un tueur en puissance qui sommeille en chacun de nous ? Non, alors je dirais pas ça comme ça exactement. C'est-à-dire que je pourrais dire que tout le monde peut potentiellement passer à l'acte de manière extrêmement violente dans un contexte particulier, dans une relation particulière avec la victime, et que pour autant on n'a pas besoin de devenir un tueur en série. C'est ça que je veux dire, et qu'effectivement moi tous les gens que j'ai pu croiser sont des gens assez lambda finalement. Vous parlez des tueurs qui vont tuer qu'une seule fois dans un cas très particulier. Souvent, qu'est-ce qui motive ce passage à l'acte ? Souvent, elle est motivée par la colère. La colère, la vengeance. Il peut y avoir un aspect sexuel aussi parfois. Mais la colère est quand même l'émotion qui va sous-tendre quand même globalement le passage à l'acte. Et la colère, c'est un des mobiles qu'on voit souvent dans le cas de féminicide, par exemple. Est-ce que c'est justement quelque chose que vous allez appréhender, observer à partir de la scène de crime ? Oui, bien sûr, on va évidemment prendre les éléments que la scène de crime nous apporte. On va les analyser très méticuleusement. On va essayer de comprendre ce que l'auteur a fait à la victime en termes de gestes posés sur la victime, à la fois les gestes violents, mais il peut y avoir aussi parfois ce qu'on appelle des gestes de réparation qui vont nous donner des indications sur la relation avec la victime et sur la manière dont peut-être l'histoire a dégénéré finalement. Et quelles sont les grandes idées reçues, les clichés sur les criminels ? C'est aussi pour ça que vous écrivez ce livre, c'est pour tordre un peu le cou à ces idées reçues ? Alors c'est plutôt pour tordre le cou aux clichés liés à ce métier finalement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être nous pourrions avoir des flashs, des intuitions, des visions. J'aimerais, mais c'est pas le cas. Donc c'est un métier qui se base vraiment sur quelque chose de scientifique en fait, de très protocolisé, de très méthodologique, avec des formations assez lourdes en fait qu'on doit avoir dans notre bagage finalement pour faire ce métier. Il y a quand même une part à l'intuition, j'imagine. Vous êtes une enquêtrice. Oui, effectivement, on peut dire que nous sommes des enquêteurs un peu spécialisés. Les enquêteurs qui travaillent sur le terrain, qui travaillent sur les enquêtes, ont souvent des intuitions et de bonnes intuitions dans la plupart du temps. Et peut-être que nous, on va aller leur apporter l'explication de ces intuitions. D'aller leur donner un socle plus solide à la raison pour laquelle ils ont cette intuition qui, au demeurant, reste assez juste. Mais finalement, ils n'ont pas peut-être le pourquoi ils ont cette intuition-là à ce moment-là. On entend souvent dans les affaires judiciaires, que ce soit un seul crime ou des serial killers, c'est un peu monsieur tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression monsieur tout le monde ? Est-ce que les tueurs, comme vous l'avez dit, ça peut être des gens ordinaires ou est-ce que ce sont des tueurs qui se drapent
derrière l'apparence de personnes ordinaires? Alors, je crois qu'il faut faire la distinction entre celui qui va tuer une fois dans un contexte qu'on va essayer de mettre en lumière et celui qui va tuer plusieurs fois, qui est effectivement le fameux tueur en série, très organisé, très préparé. Et là, je crois qu'on peut distinguer quand même ces deux types de criminels. Le premier a effectivement plutôt l'apparence de Monsieur Tout-le-Monde. C'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent dans les témoignages. On disait, je ne comprends pas, c'était un bon voisin, je lui disais bonjour, c'était un bon ami. Et puis effectivement, ce sont des gens qui sont comme tout le monde. Après, effectivement, dans cette catégorie dans la catégorie des criminels, il peut y avoir ces fameux tueurs en série qui, eux, sont peut-être un peu différents des autres parce qu'ils vont passer beaucoup de temps à préparer leurs crimes. Donc finalement, ils ont comme une espèce de carrière criminelle et où on va se dire qu'ils sont parfois, on va dire, ils ont une intelligence supérieure. Alors, moi, j'apprécie pas tellement qu'on puisse dire ça parce que c'est finalement les mettre un peu sur un piédestal, les rendre assez inaccessibles, alors que l'idée, c'est quand même de les rendre accessibles, de les comprendre et pour pouvoir aussi apporter des réponses aux victimes. Et généralement, finalement, ils n'ont pas tant que ça une intelligence supérieure. C'est juste qu'ils passent beaucoup de temps à préparer leurs crimes. Avant de rentrer dans le détail des affaires criminelles sur lesquelles vous avez travaillé, je voulais parler vraiment concrètement de votre métier. Déjà, comment on devient profiler? Aujourd'hui, il y a une unité en France qui est unique et qui est en gendarmerie. Nous sommes 5 profileurs aujourd'hui en France. Et donc, on a d'abord une solide formation universitaire. On est En criminologie? en criminologie. Moi, je suis psychologue clinicienne de formation et après, je me suis spécialisée en criminologie. Donc, il faut déjà quand même avoir un bagage universitaire assez solide. Ensuite, on rentre en gendarmerie et puis là, on nous donne accès à un certain nombre de formations en interne. Vous étiez psychologue avant de devenir gendarme, c'est ça le... Absolument, Okay. oui, tout à fait. Et puis après, on a des formations plus poussées, notamment avec nos homologues étrangers. Moi, j'ai pu être formée par les homologues du FBI à Quantico, par des homologues allemands, par des homologues espagnols. Donc, en fait, on a comme ça tout un panel de gens qui peuvent venir nous former également. Et puis, on accède aussi à la recherche universitaire. En fait, dans la criminologie, il y a beaucoup de publications universitaires qui sont menées. Et c'est quelque chose qui vient asseoir la légitimité de notre travail et qui vient vraiment solidifier son apport. Donc vous êtes que 5, un bureau avec 5 profilers pour toute la France. Est-ce que c'est suffisant? Alors, je pense que nous pourrions être plus nombreux parce qu'on pourrait travailler sur beaucoup plus d'enquêtes. Néanmoins, on travaille vraiment sur des enquêtes qui sont très spécifiques, qui sont les plus complexes, les plus, on va dire, incompréhensibles. Quand la scène de crime n'est pas compréhensible par l'enquêteur ou par les équipes d'enquête, eh bien là, ils font appel à nous pour essayer d'éclairer leur lumière sur que s'est-il passé à ce moment-là dans la tête peut-être du tueur lorsqu'il est venu au contact de la victime. C'est eux qui font appel à vous. Vous Oui. n'êtes pas saisi automatiquement. Non, c'est souvent un directeur d'enquête qui travaille sur le terrain, qui va faire appel à nous parce qu'il connaît l'existence de notre unité et on va venir les soutenir dans la compréhension de leur enquête. Donc votre métier analyse comportementale, il y a plusieurs aspects. Comme vous le dites, vous vous appuyez sur une base de recherche, des recherches en criminologie, en psychologie, mais c'est aussi, j'imagine, de l'analyse comportementale, gestuelle. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Il y a effectivement ce qu'on peut apporter, notamment dans le cadre des auditions et des interrogatoires de suspects. Et on va effectivement là apporter notre savoir-faire en psychologie criminelle. Et parfois, on peut effectivement analyser le comportement non-verbal de l'individu lorsqu'il est entendu. Par exemple, là, si vous deviez m'analyser, qu'est-ce que vous regarderiez?
Quel est votre premier diagnostic? Non, je crois pas avoir un criminel en puissance devant moi. Non, non, non. Non, mais je veux dire, c'est très méthodique. Oui. Par exemple, quand vous rencontrez, enfin, vous Mm. rencontrez indirectement un criminel, qu'est-ce que vous regardez en premier? C'est des gestes de tension, de stress, le regard. Bon, alors, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Déjà, nous, on ne les rencontre pas directement. Ce sont les enquêteurs qui les interrogent. Et nous, on est dans une pièce à côté, derrière une caméra qui nous permet de visualiser l'interrogatoire. Donc, et justement, cette distance qu'on met nous permet de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et on n'est pas frontalement face au suspect. Et je pense que cette distance, elle permet voilà, une forme de neutralité sur les échanges qui sont en train d'avoir lieu. Et on va effectivement regarder la gestuelle, les mimiques, où on va regarder son positionnement voilà, sur la chaise. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas être fixé que là-dessus. On va essayer de comprendre aussi la cohérence de son discours par rapport à son positionnement physique. Mais ça reste quand même un détail par rapport à ce qu'on va retrouver dans l'enquête et puis ce qu'on va essayer de mettre en lumière dans les contradictions factuelles finalement. Oui, c'est pas seulement un peu ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Genre si à chaque fois qu'il dit non, je l'ai pas tué, il se touche l'oreille, ça veut dire qu'il ment. C'est pas des. Non, on va pas faire ça parce qu'en plus, je pense que le contexte de la garde à vue, c'est quand même un contexte très particulier. C'est un contexte stressant. Que vous soyez coupable ou non, je pense que c'est un contexte qui est stressant. On vous prive de liberté pendant 24, 48, voire 96 heures. Je pense que n'importe qui peut être très stressé. Donc on ne peut pas juste s'appuyer sur des éléments qui pourraient nous donner avoir du stress. Ce qu'on va essayer de mettre plutôt en lumière, c'est est-ce qu'on peut trouver du mensonge, par exemple. Mais là aussi, il faut faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on analyse et à ce qu'on interprète. Ça se prend quand même dans une globalité. Oui, c'est bien plus complexe que ce qu'on peut voir dans certaines séries ou films où on voit par exemple le tueur a bien dormi ou il est calme, ça veut dire qu'il est en paix avec ce qu'il a fait, c'est le calme qui l'a trahi, ça c'est des choses qui n'existent pas dans la réalité. Non, c'est pas aussi limpide que ça. C'est plus complexe et c'est plusieurs éléments les uns à côté des autres qui vont nous permettre de pouvoir interpréter les choses au plus juste. Et puis, il faut aussi garder à l'esprit qu'on travaille en équipe. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. On travaille en équipe à la fois des profileurs, donc analystes comportementaux, mais aussi avec des enquêteurs. Et je crois que ce binômage, il est important pour pouvoir rester dans cette neutralité et dans le fait de pouvoir se compléter dans nos regards sur ce qui se passe. Et comment ça se passe, ce binômage? Parce que ça fait près de 20 ans que vous faites ce métier. Cette discipline, elle est arrivée finalement assez tard en France, si on compare par exemple aux États-Unis. Au départ, comment ils vous ont accueilli, les enquêteurs? Vous n'avez pas l'impression que vous marchiez sur leur plate-bande? Et est-ce que ça a évolué avec le temps? Alors oui, ça a beaucoup évolué. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans cette unité, mais il y avait déjà 3 femmes avant moi qui étaient là, qui ont un peu essuyé les plâtres de cette arrivée de l'analyse comportementale en France. La création de l'unité, c'est 2001, fin d'année 2001. Et effectivement, je pense qu'à l'époque, les enquêteurs, quand ils ont vu cette discipline arriver dans le paysage, ils ont sans doute été très sceptiques, puisque, et c'est normal, ils y ont vu les séries ou certains films. C'était le début des grandes séries criminelles, style Les Experts en plus, en France. Oui, absolument. Donc effectivement, le lien était très facile à faire en disant, bon, en fait, non, ce n'est que de la fiction, ça n'existe pas vraiment et on n'y croit pas.
Donc les débuts, je pense, ont été difficiles, mais bon, il y a eu beaucoup d'acharnement et de volonté, en tous les cas, de faire preuve que ça marche aussi. Oui, parce que ça marchait à l'étranger, en fait. C'est-à-dire qu'au Canada ou aux États-Unis, ils font ça depuis 50 ans. Et ça marche bien. Donc, on se disait, en fait, pourquoi pas en France? Et heureusement, il y a eu des gens, notamment en gendarmerie, qui ont pensé que c'était une bonne chose que de faire rentrer cette discipline dans le paysage de la police judiciaire en gendarmerie. Et je pense moi, je leur donne raison, évidemment. Mais ça a mis longtemps, je crois, quand même, à ce que les enquêteurs acceptent cette nouvelle expertise dans leur enquête. Je pense que tout ce qui relève quand même de la psychologie, c'est peut-être toujours pris avec un peu plus de méfiance que ce qui relève de la science dure, on va dire, même si j'apprécie pas toujours ce terme. Justement, qu'est-ce qui explique un peu ce retard à l'allumage en France par rapport aux États-Unis? C'est qu'en France, on se disait... c'est un truc, finalement, c'est un truc d'américain, quoi, les serial killers. Ça n'existe pas chez nous. Alors, je pense qu'il y a eu ça parce qu'effectivement, on s'est longtemps dit que le profilage, c'était uniquement pour comprendre les tueurs en série. Et qu'effectivement, on se disait qu'en France, ça n'existait pas, ce qui n'est pas tout à fait vrai, même si on n'a peut-être pas les mêmes profils de tueurs en série que les Américains. Néanmoins, c'est quand même... Ça existe, en fait, aussi en France. Et puis surtout, on s'est rendu compte que cette matière, cette discipline, elle pouvait s'appliquer à autre chose que du tueur en série et à un criminel qui passe à l'acte une fois. Si on peut analyser une scène de crime unique, avec une victime unique, et ça va nous donner énormément d'informations. Il faut savoir que quelqu'un qui passe à l'acte va laisser une part de lui-même sur la scène de crime. Au-delà des preuves, je dirais, matérielles, type ADN, il va laisser quelque chose de sa motivation, de son esprit, de son lien à la victime sur la scène de crime. Comment vous expliquez que ce métier soit quasi exclusivement féminin ? Alors, il se trouve que nous, on a quand même un homme dans notre équipe, mais effectivement, c'est quasi exclusivement féminin. Alors, je pense que les études de psychologie ou de droit, si vous allez à l'université, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est quand même très féminisé. Et donc, effectivement, comme il faut faire ces études-là pour accéder à ces postes-là, eh bien, on se retrouve avec beaucoup de candidatures féminines. Je ne sais pas, peut-être que les hommes sont plus attirés par d'autres orientations. A contrario, dans la police judiciaire, les enquêteurs, c'est quand même majoritairement masculin. Donc, il y a ça. Il a fallu jouer aussi avec cette parité-là, ce rapport homme-femme dans le travail, j'imagine, au départ. Ça n'a pas dû être facile. Oui, c'est vrai. Je me souviens de celui qui m'avait recruté au tout début. Et il m'a dit, de toute façon, vous cumulez toutes les tares. Il m'avait dit, vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous êtes universitaire et vous allez devenir officier. Donc, bonne chance. Mais en fait, je pense que, contrairement aux apparences, on est très complémentaires avec les enquêteurs, qui sont effectivement beaucoup plus des hommes que des femmes. Il faut savoir que le métier d'enquêteur, c'est un métier extrêmement difficile, qui demande beaucoup d'investissement sur le terrain, et du coup, passer beaucoup de temps en dehors de son domicile et de sa vie familiale et personnelle. C'est beaucoup d'abnégation, en fait, le travail d'enquêteur. On ne se rend peut-être pas toujours compte de ça. Et peut-être que les hommes s'engagent plus facilement dans cette voie-là que des femmes pour ces contraintes-là, en fait, finalement. Et vous parlez de cet investissement personnel, c'est la même chose pour vous, ou vous êtes un peu plus détaché des affaires que peuvent l'être des enquêteurs qui sont vraiment en charge d'une enquête ? Alors, on est plus détaché que les enquêteurs. Les enquêteurs ont vraiment le nez dans l'enquête, dans l'affaire. Ils rencontrent beaucoup de gens, ils font beaucoup d'auditions de témoins, mais ils peuvent aussi aller entendre la famille, ils ont un contact avec la famille, notamment de la victime, ce qui n'est jamais notre cas. Et je pense sincèrement que ça, c'est quelque chose qui nous préserve de ne pas être en contact avec les familles de victimes. Et je crois que c'est assez difficile pour les enquêteurs. Je voulais parler maintenant de l'analyse des scènes de crime. C'est la première chose à laquelle vous assistez. Est-ce que vous vous souvenez de votre première scène de crime ? La toute première, c'est effectivement
le corps d'une femme qui a été découpé, transporté dans des valises et disséminé à plusieurs endroits en forêt. Et voilà, ces morceaux de corps auxquels on a mis le feu. Donc j'arrive là et je me dis « Ah, ok, bon, bah, bienvenue ». Ça, c'est la première scène de crime. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous regardez en premier sur une scène de crime? Alors, ce qu'on va regarder, c'est alors effectivement la disposition du corps, notamment comment la personne est laissée. Est-ce qu'on est en intérieur? Est-ce qu'on est en extérieur? Est-ce qu'il y a une facilité d'accessibilité au lieu? Est-ce qu'on peut venir à pied? Est-ce qu'il faut nécessairement venir en voiture? Est-ce qu'il y a une mise en scène du corps? Est-ce que la victime est déshabillée, partiellement, entièrement? Voilà, c'est tout un tas de choses qu'on va venir regarder sur la scène de crime. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé dans l'habitation, si c'est en intérieur? Après, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce que va nous donner le rapport de médecine légale. Le travail que font les médecins légistes, notamment lors de l'autopsie, va nous apporter des éléments extrêmement importants pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre les gestes que l'auteur a pu poser sur la victime. Et quand vous êtes retrouvé sur cette scène de crime, la première, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous êtes dit, je suis à ma place, il y a de la panique, de l'excitation, de l'effroi, ou un peu tout ça en même temps? J'étais entourée de gens qui avaient de l'expérience autour de moi, celles qui étaient plus anciennes que moi dans l'unité, et puis aussi les enquêteurs qui étaient en charge de cette enquête. Donc on ne se sent pas du tout seul, on se sent très soutenu, très épaulé. On nous demande régulièrement si c'est OK, si ça va. Donc, je veux dire, c'est très bienveillant, en fait. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit est difficile. Mais il faut se dire aussi que... donc moi, j'ai fait des études, notamment en criminologie. Donc, il y a tout ce que j'ai pu voir dans les livres durant... mes années universitaires, et il y a un moment donné où on a envie que ça se concrétise, en fait. C'est comment ça va être en vrai. Il y a évidemment, moi aussi, ce que j'ai pu voir dans les séries, dans les films, mais on se dit comment ça va être en vrai. Et là, quand on est face à cette scène de crime, voilà, la première fois, on se dit « Ah d'accord, ok ». Mais en fait, c'est la concrétisation d'un nombre d'années passées à avoir envie de faire ce métier-là, en fait. Donc, du coup, on se dit... Enfin, moi, je me suis dit, là, je suis à ma place. Je suis à ma place et je vais faire en sorte que ce dossier, il sorte. Alors, pas moi, personnellement, parce qu'encore une fois, on travaille en équipe, mais... je vais tenter d'apporter ma pierre à l'édifice dans cette enquête pour la victime, pour la famille de la victime. Ouais, donc il y a presque une forme d'excitation, de motivation justement à résoudre le mystère. Oui, évidemment, le terme d'excitation, il ne faut pas le prendre au sens sexuel du terme, mais il y a véritablement une excitation, mais même chez les enquêteurs, on le sait, quand il y a un appel d'urgence qui arrive, on doit se déplacer sur une scène de crime. En fait, c'est de l'adrénaline, en fait. Il y a beaucoup d'adrénaline à ce moment-là. Cette adrénaline nous permet de venir travailler très concrètement sur ces scènes de crime, en fait. Et sur une scène de crime, est-ce qu'il y a des détails, certains aspects que vous allez privilégier et au contraire qui vont être un petit peu mis de côté par les enquêteurs? Non, je dirais pas ça comme ça, parce qu'en fait, avec les enquêteurs, on voit exactement la même chose. On observe les mêmes choses. On va chercher peut-être même les mêmes choses. C'est uniquement dans la façon dont on va interpréter ces indices que là, on va être complémentaires. C'est-à-dire que nous, on va véritablement chercher la motivation sous-jacente à ce qui vient de se passer. Ou alors, quelle était l'intention de l'auteur quand il est venu au contact de la victime? Il est venu au contact déjà dans l'idée de la tuer, ou est-ce que finalement il était venu dans l'idée de discuter, de régler un problème, et les choses ont dégénéré, et il y a ce qu'on appelle une escalade criminelle qui est arrivée, et finalement le résultat n'était pas... La préméditation, par exemple, c'est un peu votre domaine, déterminer s'il y a eu préméditation s'il y a eu préméditation, s'il y a eu de la préparation, ou si les choses sont tout à fait opportunistes. Et ça change totalement finalement le profil de l'individu. Et puis on va évidemment... ce qui intéresse les enquêteurs, c'est quel est le lien de l'auteur avec la victime. Est-ce qu'on est sur des gens qui ne se connaissaient pas
préalablement, ou est-ce qu'au contraire, il peut y avoir des indications sur la scène de crime qui nous montrent qu'il y a un lien émotionnel entre l'auteur et la victime. Ensuite, vous assistez aux interrogatoires, à certains interrogatoires dans une salle à côté. Est-ce que vous vous rappelez du premier interrogatoire de tueur en série auquel vous avez assisté ? Oui, alors j'ai eu effectivement affaire à Michel Fourniret, mais donc ça c'est effectivement le premier tueur en série, on va dire, auquel j'ai pu assister. Alors c'était pas dans les interrogatoires nécessairement, mais là c'était plus dans les remises en situation qui ont été faites par le magistrat à l'époque. Donc c'est des reconstitutions de scènes de crime. Donc là, vous avez presque un contact direct. Enfin, vous n'êtes pas derrière une vitre. Vous le voyez en chair et en os. Oui, tout à fait. On s'est déplacé dans les différents endroits où il avait été amené, notamment par le magistrat, pour s'expliquer sur la manière dont il avait procédé, notamment pour cibler ses victimes, pour les repérer, sur la manière dont il les accostait. Ça, c'était l'objet de ces reconstitutions. C'est des moments privilégiés pour observer le comportement de ce type de personnalité ? Oui, là, en fait, on est vraiment... on ne se focalise que sur lui à ce moment-là, sur sa manière de réagir aux questions, notamment du magistrat, sur sa manière de réagir aux situations dans lesquelles on le replonge. Et là, on est vraiment... En arrière, il y a les enquêteurs, il y a le magistrat, et puis évidemment, il a toute une escorte assez importante pour l'encadrer. Donc, oui, on observe de loin, mais ça nous permet d'avoir vraiment un large champ sur ce qui se passe et ce qui est en train potentiellement de se passer pour lui à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous avez décelé dans la personnalité de Michel Fourniret pendant ces reconstitutions ? On a surtout pu observer et finalement valider quelque part ce qu'on savait déjà à travers le dossier. C'est-à-dire qu'on avait quand même pris connaissance des différentes expertises psychiatriques, psychologiques, les expertises de personnalité qui existent dans un dossier judiciaire le concernant. Donc on était quand même très au courant, très aguerris à quel était le personnage. On venait là voir, observer la concrétisation de ce qu'on avait pu lire dans le dossier. Et c'est exactement ce qu'on a pu y voir, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement narcissique, qui finalement était assez heureux d'être là, on va dire. Une forme quand même de... Heureux, pourquoi ? Parce qu'il y a du monde qui est là pour lui ? Oui, parce qu'à partir du moment où on le regarde, vous savez, il passe sa vie, enfin, il est décédé maintenant, mais il a passé beaucoup d'années en prison. À ce moment-là, il n'était plus rien pour personne. Donc, quand on le sort et puis qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent et qui sont pendus un peu à ses lèvres parce qu'on lui pose une question et qu'on aimerait qu'il nous réponde, en fait, vous voyez dans son regard qu'il se délecte de ces gens qui sont suspendus à lui, en fait, et puis qui attendent des réponses. Mais ça peut être parfois assez insupportable, quand même. Et on arrive à garder son calme, justement, comment on fait pour se blinder, pour garder son sang-froid face à une personnalité... Moi, je crois qu'on est obligé, et puis on est professionnel, en fait. On ne peut pas se permettre de lui hurler dessus ou de faire état de ses émotions à ce moment-là. Il en est juste hors de question, bien évidemment. Mais bien sûr que ça suscite des choses en nous, en fait. C'est très agaçant, on ne peut pas se dire le contraire. Néanmoins, nous, à ce moment-là, en tous les cas, dans notre domaine, l'idée, c'est... d'aller essayer de comprendre quelle est la stratégie qui va pouvoir fonctionner sur lui, en fait. C'est-à-dire qu'à l'observer au regard de ce qu'on a pu lire et au regard aussi de ce qu'on a pu lire dans le dossier, c'est quelle stratégie là, individuelle, personnalisée, qui va pouvoir s'appliquer à lui et uniquement à lui, va fonctionner pour qu'on puisse obtenir des informations. Est-ce que ça peut passer, par exemple, par une forme d'orientation, voire de manipulation ? Genre, si on sait que c'est une personnalité très narcissique,
d'essayer d'une manière ou d'une autre de le flatter pour qu'il livre ses secrets? Avec les personnalités narcissiques, oui, bien sûr, c'est de ça dont il est question. Moi, je prends souvent l'image de la fable de La Fontaine avec le corbeau et le renard. En fait, à un moment donné, si le corbeau lâche le fromage, c'est bien parce que le renard a réussi à le brosser dans le sens du poil et à le flatter suffisamment pour que finalement le corbeau perde pied et se livre. Donc c'est ça l'enjeu en fait, oui. Vous dites pas ça parce que votre nom de famille c'est Renard. Enfin, vous êtes le renard et le tueur en série et potentiellement le corbeau. Peut-être. Vous faites la différence entre les psychopathes et les pervers. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes catégories de tueurs ou de tueurs en série en tout cas? Alors, c'est pas moi qui fais la différence, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des catégories qui sont dans des manuels de psychiatrie, dans des manuels de diagnostic psychiatrique, où on répertorie un certain nombre de pathologies mentales ou de troubles de la personnalité. Alors, effectivement, la psychopathie ou la perversion sont des personnalités, des structures de personnalité qu'on peut retrouver chez les criminels pour lesquels on mène des enquêtes. Mais qui sont différentes. Un psychopathe n'est oui. pas forcément un pervers. Non, c'est différent. Alors, pour être plus clair, on va dire, le psychopathe, c'est un individu qui effectivement a, on va dire, un trouble de la personnalité narcissique et qui va vouloir obtenir quelque chose, quel que soit le chemin par lequel il doit passer. Et s'il doit vous écraser, il vous écrasera. Mais son but n'est pas de vous écraser. Son but est d'obtenir quelque chose. Mais si pour l'obtenir, il doit vous écraser, il le fera. Ça ne lui pose pas de problème. C'est-à-dire ce sont des individus qui manquent d'empathie, qui sont très intolérants à la frustration. Donc si c'est vous l'objet de la frustration, il va vous détruire. Le pervers, c'est autre chose. Le pervers, il va vous utiliser pour obtenir satisfaction. Donc, il a besoin de vous. Donc, il a de l'empathie. Quelque part, il peut en avoir. En tous les cas, il va savoir comment vous fonctionnez, ce qui va marcher sur vous et sur quelle ficelle il va pouvoir tirer pour vous utiliser. Donc, effectivement, il y a une forme d'empathie qui est un peu toxique. Mais bien sûr qu'il y a, en tous les cas, il a une compréhension de l'autre qui est assez importante finalement et qui va pouvoir utiliser pour obtenir ce qu'il souhaite. Mais en fait, il est obligé de passer par vous pour ça et c'est ça qui lui fait plaisir. Et j'imagine que c'est des personnalités qui arrivent plus facilement à se fondre dans la société incognito. Oui, mais effectivement, on peut avoir des pervers ou même des psychopathes chez tout un tas de catégories socio-professionnelles, voilà, y compris dans des hautes sphères. Enfin, ça peut correspondre à tout le monde. C'est pas des gens marginaux en fait, hein, voilà. Je voudrais parler d'une affaire, l'affaire Jonathan Daval, sur laquelle vous avez travaillé. Je rappelle juste le détail de l'affaire. Jonathan Daval, il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle en 2020 pour le meurtre de sa compagne Alexia. Il avait participé aux marches blanches, il s'était exprimé en pleurs devant les caméras de télévision. Vous avez assisté aux interrogatoires et il finira par avouer après 45 heures de garde à vue. Et votre travail, il a été décisif pour les obtenir, ces aveux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Plutôt comment vous l'avez fait avouer? C'est surtout un travail très collaboratif, encore une fois, avec les enquêteurs. Hein, il y avait 2 enquêteurs pour l'interroger qui ont été très endurants parce qu'effectivement, il nous a fallu beaucoup de temps pour qu'ils puissent en venir à nous expliquer à peu près ce qu'il s'était passé. Parce que 45 heures, c'était une garde à vue de 48 heures? Oui, globalement, nous, on fait des gardes à vue sur 48 heures. C'est-à-dire c'est 24 heures qui sont reconduites par le magistrat pour 24 heures supplémentaires. Donc, généralement, on a des gardes à vue qui durent 48 heures. Mais il faut savoir, faut aussi comprendre que sur ces 48 heures de garde à vue, c'est pas 48 heures d'interrogatoire.
Pour avoir fait un petit calcul récemment, on est, sur 48 heures de garde à vue, on est à peu près à une quinzaine d'heures d'interrogatoire pur. Donc c'est quand même très peu. Lorsque vous devez interroger quelqu'un et que vous devez le faire avouer d'un homicide, en fait, qui risque sa vie, il risque d'aller passer sa vie en prison, c'est quand même compliqué, en fait. C'est là où même l'analyse de scène de crime, elle est importante pour préparer nos interrogatoires. C'est parce qu'il faut que nous ayons compris ce qu'il s'est passé sur la scène de crime, qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'interaction entre l'auteur et la victime, pour être dans une espèce d'alliance cognitive au moment où on va l'interroger. Si vous avez un individu en face de vous qui finit par se dire que vous le comprenez, que vous comprenez ce qui s'est passé, que vous comprenez l'état dans lequel il était au moment où il a tué la victime, eh bien ça va faciliter évidemment les aveux, et ça va faciliter le fait que cette personne elle ait envie de s'ouvrir à vous à ce moment-là. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. On va aller chercher l'émotion qu'il y a pu y avoir dans le passage à l'acte violent, dont l'auteur peut ne pas se souvenir. Mais il s'agira à un moment donné dans l'interrogatoire de peut-être le remettre en perspective, de le faire se souvenir à nouveau de l'émotion dans laquelle il était à ce moment-là. Et alors là vous allez toucher du doigt quelque chose émotionnellement parlant chez lui, et c'est ça qui peut faciliter effectivement l'accès aux aveux. Vous essayez de lui faire revivre ses émotions, oui, qu'il a peut-être omis, son cerveau a décidé d'omettre. Oui, alors parce qu'effectivement, le cerveau est très bien fait, c'est-à-dire qu'on a une capacité à pouvoir aller dans le déni, mais qui est une forme de protection. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le déni, quelque part, vous tuez à petit feu, finalement. Donc on peut avoir une capacité à ne pas se souvenir de ce qu'il s'est passé, ne pas se souvenir des émotions qui, à ce moment-là, sont extrêmement violentes. Quand on tue quelqu'un, on a des émotions qui nous traversent qui sont extrêmement violentes, évidemment. Donc, c'est pas des choses que la personne elle a envie de revivre quotidiennement. C'est trop douloureux, en fait. Et donc, l'idée, c'est de le remettre effectivement dans cet état émotionnel, peut-être pour accéder à lui au moment où les faits se sont produits. Concrètement, comment ça s'est déroulé, cette affaire, pendant les 45 heures de garde à vue, les 15 heures d'interrogatoire? Est-ce que vous partagiez avec les enquêteurs l'intime conviction que vous aviez l'assassin en face de vous et que l'objectif c'était d'obtenir des aveux? Vous aviez cette conviction depuis l'inspection de la scène de crime? Oui. En fait, après, quand on place quelqu'un en garde à vue, on le place sur des éléments solides. Un magistrat qui décide de placer quelqu'un en garde à vue, il lui faut quand même des éléments importants pour pouvoir le faire. On ne place pas en garde à vue n'importe qui parce qu'on se dit que peut-être ça pourrait être lui. Non, on a quand même des éléments factuels. On a des éléments de l'enquête. L'enquête est extrêmement poussée, qui nous permettent évidemment de solidifier la raison pour laquelle on place l'individu en garde à vue. Et effectivement, nous, on avait fait l'analyse de la scène de crime sur ce dossier qui venait corroborer l'enquête qui est parallèle, qui était réalisée en fait. Donc on était tous sur le même portage. Donc quand on est arrivé sur la garde à vue, que ce soit les enquêteurs, que ce soit nous, on était convaincus de la culpabilité de cet homme à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a convaincu sur la scène de crime? Que c'était quelqu'un de l'entourage proche? Alors, il y a plusieurs éléments dans la scène de crime qui nous ont permis de mettre en évidence ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui était du lien entre l'auteur et la victime. Cette femme, elle a été tuée, elle a été extrêmement violentée, et notamment, elle a levé le visage tuméfié, parce qu'elle a pris beaucoup de coups au visage. Pour autant, l'individu,
Parce qu'au départ, on cherche un individu. On ne cherche pas tout de suite à inculper le mari, on cherche quelqu'un. Et ce quelqu'un a disposé le corps de la victime de manière assez précautionneuse. Alors, on va peut-être le mettre entre guillemets, mais néanmoins, voilà, la victime est allongée, ses lunettes sont sur son visage alors qu'elle a pris des coups. Donc, normalement, les lunettes n'auraient pas dû être là, ou alors elles auraient dû être cassées si elles ont été prises dans la dynamique des coups portés. Eh bien non, en fait, les lunettes, elles sont parfaitement remises en place. C'est la mise en scène, en fait, qui vous met quelque part la puce à l'oreille. Oui, absolument. C'est la manière dont le corps est laissé par l'auteur, les précautions qui sont prises, qui vont nous indiquer qu'effectivement, il y a eu ce qu'on pourrait appeler des gestes de réparation sur la victime. Et ça met en lumière l'émotion que suscite le lien affectif entre l'auteur et la victime. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes affaires. C'est un pattern, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, ça veut dire qu'il y a un lien affectif, c'est l'entourage proche. Bah oui, effectivement. Après, ce sont des choses que l'individu fait sans forcément s'en rendre compte. En fait, il le fait malgré lui. Il ne se rend. C'est parce qu'il a un lien affectif avec la victime que, un peu de manière automatique, inconsciente, il va faire des choses. Mais lui-même, dans sa tête, il ne se dit pas « je vais faire ça pour telle ou telle raison ». Alors, il y en a qui se le disent, mais ça, on va parler effectivement de ces tueurs en série qui ont programmé, prévu, préparé leurs homicides et qui peuvent mettre en scène des victimes. Mais là, c'est pas le cas. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et juste pour finir sur Jonathan Daval, donc, vous avez analysé la scène de crime. Vous dites qu'il y a quand même de grandes chances que ce soit quelqu'un du cercle proche. Ensuite, la France entière voit cet homme en pleurs à la télévision pendant la marche blanche. Vous voyez ces images. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Alors, moi, je ne les regarde pas forcément beaucoup. J'en ai des bribes, mais je n'ai pas totalement suivi parce qu'en fait, l'enquête continue. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il y a deux temps parallèles qui se déroulent à ce moment-là. Il y a l'enquête qui continue, avec des choses factuelles, en fait, avec des investigations sérieuses qui se font. Et puis, vous avez la ligne médiatique que nous, on ne maîtrise pas, en fait. Hein. Donc finalement, ce qui se passe... quand même, j'imagine. Vous ne pouvez pas vous en détacher totalement. Bien sûr que je vais la regarder. Mais je pense que la médiatisation de ce fait-là, en tous les cas, et puis la manière dont les choses ont été mises en scène, notamment par lui et par sa belle famille, de ses pleurs, etc., de cette marche blanche, l'ont quand même fait se verrouiller. Il s'est mis dans une posture et dans une image qu'il a voulu renvoyer aux autres, qui a été du coup un peu compliqué pour nous de récupérer derrière. Parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu tout ça, ça aurait été plus facile pour nous d'accéder à lui. Là, ça faisait quelques semaines qu'il était vraiment dans une posture dont il a été difficile pour lui de se dégager. Et c'était normal. Mais donc effectivement, moi j'avais regardé les images en me disant, tiens, il va falloir qu'on se prépare, nous, au fait que ça va être d'autant plus difficile derrière pour l'interroger. Se construire une carapace médiatique, ça va nous rendre la tâche encore plus difficile. Oui. Voilà. Qu'il a fait avec sa belle famille. Je pense qu'il l'a beaucoup poussé à faire ça aussi, parce qu'ils étaient persuadés de son innocence et que voilà. Et c'est normal. Je trouve ça normal qu'il le fasse. Mais c'était aussi normal, nous, de notre côté, qu'on se dise, effectivement, ça, il va falloir le prendre en compte. Peut-être dans notre stratégie d'interrogatoire, parce que ça va peut-être complexifier les choses, en fait. Il y a un autre profil que j'aimerais aborder, sur lequel vous avez travaillé. C'est un profil que vous n'avez pas réussi pleinement à analyser, c'est Nordal Lelandais. Je rappelle, condamné pour le meurtre de la petite Maëlys, 8 ans et demi, et du caporal Arthur Noyer. Il reste encore aujourd'hui un mystère à vos yeux, ce criminel ?
Alors, c'est pas qu'on n'a pas tout à fait réussi à l'analyser, c'est plus qu'effectivement, on s'est dit assez rapidement que aller tirer des ficelles émotionnelles le concernant, ça n'allait pas fonctionner. C'était plus ça la difficulté. C'est-à-dire que autant je dirais que dans 99% du temps, vous allez avoir la possibilité d'entrer en contact avec l'homme ou la femme que vous avez en face de vous avant de se dire que vous rentrez en contact avec le criminel qu'il est devenu. Donc en empathie, hein, quelque part. Oui, mais encore une fois, oui, il y a une forme d'empathie, bien sûr, que je ne voudrais pas qu'on confonde avec de l'excuse. Parce que ça, c'est un biais qui est très facile à avoir, qu'on peut parfois me donner. Oui, expliquer, c'est pas excuser. Voilà, expliquer n'est pas excuser. Expliquer, c'est accéder à l'individu du mieux que nous puissions pour qu'il nous parle, pour qu'il nous raconte ce qui s'est passé, pour qu'il avoue. Et ça, c'est pour que les victimes comprennent ce qui s'est passé. C'est important, en fait. C'est important de les rendre accessibles, ces gens-là. C'est important de les rendre humains, parce que c'est l'humain qui est accessible. Si on décrit des monstres ou des gens inhumains, alors on les laisse sur leur piédestal. Ils continuent à être inaccessibles, ils continuent à être un peu finalement supérieurs à nous. Et je crois qu'il n'en est pas question, en fait. Justement, c'est parce qu'ils sont humains que nous cherchons des explications humaines à leur passage à l'acte qui va nous permettre de les comprendre et de les condamner. Et d'apporter des explications aux familles de victimes qui en attendent, vraiment. Mais rentrer en empathie avec ce type de personnes, c'est pas une pente dangereuse pour vous, d'un point de vue psychologique? Comment vous arrivez à laisser à laisser ces affaires-là quand vous rentrez chez vous le soir et que vous enlevez votre uniforme de gendarme? D'ailleurs, est-ce que c'est justement ce costume qui vous protège dans votre métier? Oui, j'ai tendance à le penser, effectivement, que faire partie d'une institution et revêtir, là pour le coup, un uniforme, mais même si je ne le porte pas toujours concrètement, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans qui fait que cet uniforme, il est dans ma tête aussi. J'appartiens à une institution et cette institution, elle est protectrice. Elle est protectrice des gens qui la constituent parce que on est tous soumis à des choses très violentes. Les enquêteurs... et tous les spécialistes qui existent dans notre institution, et nous y compris, effectivement, on est soumis à des choses très violentes. On peut, et je comprends la question qui m'est posée régulièrement, de savoir comment on fait face à ça. Ben, comment on y fait face? Déjà, on travaille en équipe. Vraiment, je le redis et je le redirai, c'est un travail d'équipe et on se soutient les uns et les autres pour faire face parfois à des situations difficiles qui peuvent faire écho aussi de temps en temps à nos situations personnelles. On n'est pas tout à fait hermétique. Donc évidemment que pouvoir compter sur ses collègues qui font la même chose que vous, qui sont confrontés aux mêmes choses que vous, je pense que c'est important pour ne pas le ramener à la maison. Parce que nos familles n'ont pas besoin d'avoir ces informations-là, surtout quand c'est des informations un peu brutes comme ça, alors que nous, elles sont contextualisées. Encore une fois, on a cette possibilité de s'extraire émotionnellement de ce qu'on vit et de ce qu'on voit, parce qu'on théorise beaucoup, parce qu'on a un solide socle universitaire, une expérience. Moi, ça fait 18 ans, je commence à acquérir un peu d'expérience qui me permettent de pouvoir m'extraire émotionnellement en fait, de tout ça et d'être beaucoup dans la théorie. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez sensible dans la vie. Je ne suis absolument pas insensible et je ne crois pas qu'il faille l'être, au contraire. Mais on a la possibilité de pouvoir se protéger. Et puis, je crois qu'il faut avoir l'humilité aussi de ne pas se dire qu'on va tout résoudre, qu'on peut tout résoudre. Et je crois qu'il faut aussi avoir... d'autres choses que son travail et s'épanouir dans d'autres directions. Et il y a des accompagnements psychologiques pour les policiers, pour les enquêteurs.
c'est normal. Je me demandais, est-ce que les psychologues dans la gendarmerie, est-ce que les profileuses ont aussi des accompagnements psychologiques? Alors, tout le monde en gendarmerie peut avoir accès à un service de soutien psychologique. On a effectivement des psychologues qui travaillent au sein de la gendarmerie et qui sont disponibles pour tout personnel qui en aurait besoin. Psychologue de psychologue. Eh bien oui, Oui. psychologue de psychologue, absolument. Sur les serial killers à proprement parler, les tueurs en série, est-ce qu'il existe un ou des points communs? On ne devient pas tueur en série comme ça. Le criminel né n'existe pas. Au début du XXe siècle, il y a eu des théories qui ont pu être mises en lumière sur le criminel né. On sait aujourd'hui que, bien évidemment, que ça n'existe pas. Il n'y a pas de patrimoine génétique pour être un criminel non plus. Ça n'existe pas non plus. Donc, effectivement, la question se pose de savoir s'il n'y a pas eu des choses dans le développement durant l'enfance de ces individus qui les ont construits de façon à répondre à leurs problématiques de façon violente et en tuant effectivement des gens. La question se pose, des études sont toujours menées sur cette question. Effectivement, ça ne relève pas d'une recherche universitaire, ce que je vais vous dire, mais si on regarde juste un peu l'enfance de certains tueurs en série, que ce soit Francis Saulme, Patrice Allègre, Guy Georges, Jacques Ranson ou d'autres, oui, je pense que l'enfance a été très difficile, très toxique. Ils ont évolué dans des environnements qui ne leur ont pas été favorables. Alors, est-ce pour autant que quand vous évoluez dans ce milieu-là, eh bien, vous devenez tueur en série ? Non, je ne le crois pas, puisqu'il y a beaucoup de gens. Ils seraient beaucoup, beaucoup plus nombreux, effectivement. Donc, parce que des gens qui évoluent et qui ont une enfance et qui évoluent dans un milieu délétère, il y en a quand même beaucoup. Ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même des terrains favorables. Oui, mais qui ne sont pas des terrains génétiques, qui sont des terrains sociaux, en fait, qui sont des terrains familiaux, où la violence prédomine, où il n'y a pas de place pour les émotions. Et donc, ces gens-là vont se construire finalement un monde intérieur qui va leur permettre de survivre dans leur milieu défavorable. Et ce milieu intérieur, dans lequel ils vont être au-dessus de tout et de tout le monde, et dans lequel, ce milieu intérieur dans lequel ils vont reprendre le pouvoir, où ils vont reprendre l'ascendant sur les autres, et qui effectivement peut-être après peut mener à s'en prendre aux autres de manière extrêmement violente, comme une forme de vengeance en fait. Encore une fois, ces individus-là ont sans doute eu une enfance terrible. Maintenant, tous ceux qui ont une enfance terrible ne finissent pas comme ça, et il y a beaucoup de gens qui font preuve de beaucoup de résilience, et qui peut-être font de belles rencontres dans la vie qui vont leur permettre d'évoluer plus favorablement, on va dire. Et ça arrive aussi parfois qu'il n'y ait aucune explication d'un passage à l'acte. Ça arrive, vous avez des cas, voilà, on ne sait pas, on sèche. Non, je crois qu'il y a toujours quand même une explication. Et heureusement, finalement, parce qu'en fait, même quelqu'un qui va passer à l'acte de manière très impulsive, son impulsivité, elle va s'expliquer par sa vie, par son système de valeurs, par les gens qu'il fréquente. Donc, non, je crois que heureusement, on arrive toujours à comprendre ce qu'il s'est passé. C'est pas pour autant qu'on arrive toujours à obtenir des aveux. C'est ça surtout. Et qu'il y a des gens qui se murent dans le silence, qui n'apporteront jamais d'explication à ce qui s'est passé. Et ça, c'est terrible, en fait. C'est évidemment que c'est le pire qui puisse arriver, finalement. Et justement, en matière d'aveux, est-ce qu'il y a une différence entre les tueurs hommes et les tueurs femmes ? Alors, c'est un constat que nous, on a pu faire dans le cadre de notre unité. Alors, je ne peux pas faire de généralité. Là encore, il faudrait peut-être faire
une recherche universitaire sur le sujet pour avoir plus de cas et que ce soit plus généralisable, on va dire. Mais de mon expérience et de ce que j'ai pu constater, les femmes que nous avons eues en garde à vue, effectivement, sont assez retors. Elles avouent plus difficilement, elles ne capitulent pas beaucoup, moins que les hommes en tous les cas. Alors ça peut paraître surprenant parce que on peut se dire que les hommes peuvent être plus solides, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est l'inverse en fait qu'on constate. Et je crois que c'est dû à de multiples facteurs. C'est peut-être lié à la motivation qui les ont poussées à passer à l'acte violemment et que peut-être elles se disent qu'elles ont eu une bonne raison de le faire et cette bonne raison qu'elles ont intérieurement leur fait avoir moins de culpabilité finalement. Parce que c'est aussi le sentiment de culpabilité qui vous pousse à avouer. Et puis je pense qu'il y a aussi la manière dont nous, la société, les enquêteurs, on perçoit les femmes, en fait. La façon dont on va les considérer, même peut-être la justice de manière plus générale. Et finalement, on va peut-être penser qu'elles sont plus fragiles, plus faibles, et peut-être qu'on a une manière de les interroger qui est un peu différente de celle des hommes. Et du coup, on fait face à des femmes qui sont, encore une fois, un peu plus retors, mais peut-être à nous de aussi nous réorganiser et nous remobiliser pour les entendre différemment. Et c'est là que nous, on apporte aussi notre savoir-faire et notre expérience avec des enquêteurs qui n'ont pas toujours l'habitude, en fait, d'avoir des femmes en garde à vue, parce que malgré tout, le nombre de femmes criminelles est quand même bien moindre que le nombre d'hommes. Donc finalement, des femmes en garde à vue, les enquêteurs n'en ont pas tant que ça. Donc c'est vrai que parfois on peut manquer d'expérience. Votre métier, il fascine, j'imagine, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir pas mal de réactions étonnées. Comment vous expliquez que beaucoup de gens soient fascinés, intrigués par les faits divers, par les affaires criminelles, les tueurs en série? Ben effectivement, je crois que ça fascine quand même beaucoup, hein, le fait divers. Je pense qu'il y a une forme de volonté peut-être de se faire peur, qu'on a tous, hein, quand même, quelque part en nous, quand même quelque chose d'assez... un peu cathartique. Ouais. Oui, je crois qu'effectivement, il y a une façon de mettre nos peurs de la mort à distance. Parce que je crois qu'on est quand même nombreux à avoir peur de la mort globalement pour différentes raisons et de manière qui s'expriment de manière différente chez chacun d'entre nous. Mais je pense qu'il y a une mise à distance de cette angoisse-là en se disant, tiens, ça arrive aux autres. Donc finalement, de le regarder ce qui se passe chez les autres, c'est une manière de penser ou de se rassurer en se disant, bon, en attendant, ça ne se passe pas chez moi. Donc je crois que... C'est ça qui fait le succès des séries et des films criminels. Oui, quelque part, on se rassure. Oui, puis oui, je pense qu'on se rassure. C'est comme quand, je sais pas, quand on est petit puis qu'on va jouer dans le grenier à appeler les esprits. Il y a quelque chose un peu de vouloir se faire peur. Je pense de tout temps, les humains ont besoin de se faire peur. Il y en a qui vont aller faire des sports extrêmes, il y en a qui vont prendre beaucoup de risques dans plein de domaines. Et puis il y a effectivement tous ceux qui voient les faits divers un peu de manière... c'est à la fois proche et loin, du coup c'est maîtrisé, c'est mis sous cloche. Voilà, ça nous rassure un petit peu, je pense, de le voir fait chez les autres. J'imagine, comme tout le monde, vous regardez des films et des séries criminelles, mais vous devez les regarder avec un œil différent que le spectateur lambda. Est-ce que vous avez des films, des séries à nous recommander, peut-être un peu plus réalistes? C'est vrai que des séries quand même et des films sur le sujet, il en existe quand même un paquet. On me pose souvent la question de savoir si j'en regarde beaucoup, ce que j'en pense. Alors j'en regarde assez peu. Ce que j'en pense, eh bien, je sais pas, c'est comme si vous demandiez à un médecin ce qu'il pense de la série Urgence. Bon, il
évidemment qu'il y a un socle de vérité, parce qu'en plus, je pense qu'il y a beaucoup de metteurs en scène, beaucoup de réalisateurs, beaucoup de producteurs qui ont la volonté d'être quand même au plus près, d'avoir forme vraiment de réalisme quand ils font leur série, donc ils font pas n'importe quoi non plus. Il y en a même qui peuvent venir effectivement nous voir, nous solliciter pour être au plus près de la vérité. Donc je pense que quand même la plupart font bien leur boulot. Après évidemment ça reste une série, c'est romancé, ça va vite, plus vite que dans la vraie vie effectivement. La série Mindhunter est quand même assez intéressante parce qu'elle est très historique. Fincher. Ouais, dans ça retrace l'évolution le début de l'analyse comportementale aux États-Unis. Et effectivement, ce qui a été mis en scène, c'est très réaliste. C'est très réaliste. Il y a une autre série qui est peut-être moins connue qui s'appelle Criminal, qui parle des interrogatoires, qui a été faite dans plusieurs pays, en fait, France, Allemagne, Angleterre, Espagne. Et il y a toute la psychologie qui est mise en scène justement dans le cadre des interrogatoires que je trouve particulièrement intéressante. Donc vous conseillez plus des séries, on prend plus le temps d'expliquer les rouages, les dialogues, plus que des films où on est forcément obligé de... Il y a des bons films quand même, j'imagine. Oui, il y a des bons films, mais c'est vrai que je retiendrai plutôt certaines séries, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour mieux appréhender les tueurs, les criminels, pour mieux déceler, prévenir les passages à l'acte? Il y a différentes choses. Il y a la prévention qui serait effectivement plutôt de l'ordre de qu'est-ce qu'on peut faire sociétalement parlant pour prévenir le fait que quelqu'un passe à l'acte. Donc, est-ce qu'il y a des signaux faibles qu'on pourrait peut-être, auxquels on pourrait être plus vigilant? Quel type de signaux faibles, par exemple? La solitude. Un adolescent qui est seul, qui se retrouve souvent derrière des écrans, sans pouvoir débriefer de ce qu'il y voit, de ce que ça génère chez lui émotionnellement, et qui du coup va se réfugier dans un monde intérieur dans lequel il n'y aura pas de place à autrui pour venir un peu s'opposer à lui. Ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Chez les adolescents, notamment, je pense qu'il faut être très présent vis-à-vis d'eux, très présent dans leur développement et dans toutes les questions qui peuvent se poser, parce que c'est une période extrêmement charnière. Bien sûr qu'il y a le développement de l'enfant, mais je crois que l'adolescence est une période un peu... on est dans un carrefour où quelque part les choses vont se dessiner sur la direction qu'on va prendre. Et je crois qu'il faut faire très attention à cette période un peu compliquée pour tout le monde, qu'on soit parent ou enfant ou adolescent, ça peut être un peu compliqué, mais je crois qu'il faut pas louper le coche à ce niveau-là. Rester derrière des écrans, des réseaux sociaux trop longtemps, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Adolescence, c'est d'ailleurs le nom d'une très bonne série qui raconte justement le passage Absolument. à l'acte d'un adolescent en Angleterre. Oui, très bonne série, effectivement. Oui. Bien, merci beaucoup Audrey Honard d'avoir répondu à mes questions. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci.